Gilles Pénel, bonjour. Bonjour. Si nous sommes aujourd'hui ensemble, c'est pour que vous nous présentiez notamment votre ambition pour les prochaines élections régionales qui auront lieu au mois de décembre. Alors effectivement, les élections régionales de décembre, c'est un rendez-vous très important pour le Front National, qui va, je pense, projeter dans l'avenir nos excellents scores passés. Je crois que c'est un enseignement qu'il faut bien avoir en tête. Le Front National a considérablement progressé en Bretagne lors des dernières élections. On l'a revu aux élections départementales, avec un score de 18,3% sur l'ensemble de la Bretagne. C'est une victoire historique pour nous, dans des terres qui ont toujours été difficiles pour le Front National. Et je pense que nous allons avoir l'occasion, avec ces élections régionales, non seulement de transformer l'essai, mais avec un scrutin qui nous est beaucoup plus favorable grâce à la proportionnelle, probablement progresser. Vous m'aviez parlé effectivement de la proportionnelle et de cette différence qu'il y avait avec le scrutin qu'on a pu voir lors des départementales. Selon vous, donc, vos scores vont être augmentés en cas de deuxième tour pour le Front National? Oui, parce que bon, le scrutin départemental, le scrutin majoritaire à deux tours, très difficile. Il faut faire 50% des voix finalement pour être élu. Avec le scrutin des régionales, on a une dose de proportionnelle qui fait que toute liste qui va avoir 10% des exprimés aura automatiquement des élus parce qu'elle sera présente au second tour. Alors je pense que de nombreux électeurs du Front National qui se sont abstenus aux élections départementales, car ils ont été nombreux, contrairement à ce qu'on croit, mais cette fois-ci vont se déplacer parce que nous allons leur expliquer, ils vont rapidement le comprendre d'ailleurs, que chaque voix compte. C'est-à-dire que plus on a de voix, plus on a d'élus. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une poussée encore importante du Front National parce que nous allons mobiliser l'ensemble de notre électorat. Alors Gilles Pénel, on va parler un peu de vous. Vous êtes arrivé il y a quelques années donc à la tête du Front National en Ille-et-Vilaine. Oui. Un Front National qui était au plus bas en Ille-et-Vilaine. Oui, on va dire une fédération qui dormait, oui. Aujourd'hui, vous avez remonté cette fédération, vous vous êtes fait connaître en Ille-et-Vilaine, hein, vous êtes un personnage politique d'Ille-et-Vilaine qui compte désormais. Oui. Comment allez-vous faire pour englober sur toute la Bretagne, car sur toute la Bretagne, sur les autres départements, vous n'êtes pas forcément connu comme vous l'êtes en Ille-et-Vilaine? Alors, c'est vrai que, mais j'ai quand même un enracinement maintenant qui est important en Ille-et-Vilaine. Je suis conseiller municipal Front National de Fougères. Mais je pense que cette réussite du Front National en Ille-et-Vilaine et sur Fougères a dépassé largement les limites du département. Je pense que déjà au sein de la famille Front National, au sein de la famille j'allais dire, qui défend l'identité, je commence à être connu. Et puis nous allons avoir une campagne des régionales qui va être longue, parce que nous sommes au mois de mai, c'est au mois de décembre. Je pense mener une campagne très intense de terrain, me déplacer énormément en Bretagne. Bretagne, région que je connais très bien déjà personnellement, dynamiser les très nombreux contacts que j'ai dans cette région. Et je pense aussi que j'ai acquis depuis quelque temps une certaine notoriété médiatique par des passages dans des grands médias comme France 3 par exemple. Et puis il y a aussi l'image du Front National, l'image de Marine Le Pen, dont je serai le candidat. Alors, vous n'avez pas encore finalisé votre liste pour les élections. Ça demande énormément de personnes avec cette parité qui est demandée. Oui. Vous êtes sûr d'avoir des élus régionaux. Comment allez-vous faire pour trouver les personnes compétentes, les personnes aptes à être des conseillers régionaux au mois de décembre? Alors, notre problème, ça ne va pas être de trouver beaucoup de candidats, ça va être de faire un choix entre beaucoup de postulants. Parce qu'il y aura beaucoup moins de candidats qu'aux élections départementales, 83 candidats pour l'ensemble de la Bretagne, alors que nous avions présenté aux départementales quasiment plus de 400 candidats. Donc il n'y a aucune difficulté pour nous pour trouver des candidats. Alors le critère qui sera retenu sera bien évidemment la représentativité territoriale. Il s'agit d'un scrutin régional, de listes régionales qui devront représenter l'ensemble des départements bretons, mais aussi bien sûr la compétence, la capacité d'être élu, la capacité de tenir son rôle au sein de cette assemblée régionale pour tenir tête à la classe politique décadente et pour être une force de proposition très importante pour l'avenir. Donc représentativité territoriale, compétences, jeunesse, fidélité bien évidemment aux idées du Front National. Donc je suis en train de réfléchir à tout cela. C'est un travail difficile parce que les candidats à la candidature sont nombreux. Traditionnellement, le Front National n'aime pas l'élection régionale pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire la région. Le Front National est plutôt
porté sur les départements, sur les municipalités. En Bretagne, les Bretons sont attachés à leur région. Comment est-ce que vous allez réussir à allier ce rejet de la région? Parce que le Front National a demandé déjà la suppression des régions. Alors, pas tout à fait. C'est pas tout à fait exact. Nous ne sommes pas pour un rejet des régions. Nous sommes contre une vision des choses qui est la suivante. Nous sommes contre, finalement, une région qui serait trop forte et une Europe toute puissante. Nous pensons, nous, qu'il y a un échelon intermédiaire très important qui s'appelle la nation, qui s'appelle la France. Et je pense que tous ceux qui font vibrer la fibre régionaliste, qu'ils soient de gauche comme de droite d'ailleurs, ou de la fausse droite, pardon, eh bien mentent aux Bretons. Parce qu'en fin de compte, ils veulent livrer la Bretagne toute nue à la mondialisation sauvage, aux monstres bruxellois. Nous disons que pour préserver l'identité de la région Bretagne, pour préserver l'identité des Bretons, car c'est ça qui nous intéresse. S'il y a bien des défenseurs de l'identité, c'est bien les gens du Front National. Il faut une France protectrice. Alors nous ne sommes pas contre une région Bretagne, nous ne sommes pas contre le Conseil régional, mais nous nous méfions énormément d'une réforme territoriale en cours qui viserait à donner beaucoup de pouvoir à la région, mais finalement, ces pouvoirs qu'on donnerait à la région seraient insuffisants pour lutter contre le monstre bruxellois et la mondialisation sauvage qui menace aujourd'hui la Bretagne. Donc nous ne sommes pas contre la région, nous pensons que la région doit être une structure d'aménagement du territoire pour les grandes problématiques de transport, les grandes problématiques de cohérence territoriale, ça c'est très important. Par contre, nous sommes effectivement totalement opposés à toute idée de pouvoir d'une assemblée législative, comme certains le prônent, ça c'est clair. Alors, quelles seront vos principales revendications? Quel sera le programme que vous allez défendre? Et si au mois de décembre, vous avez des élus, quelles seront les premières propositions que vous ferez au Conseil régional de Bretagne? Alors, une des choses qui m'est chère, c'est que je pense que tout le monde sait que la Bretagne a une forte identité. Je serais même tenté de dire qu'elle a plusieurs identités, selon les territoires où on se place. Et je pense qu'aujourd'hui, cette identité bretonne, elle est gravement menacée. Elle est gravement menacée culturellement, certes. Elle est menacée aussi... par exemple, le modèle économique breton. Je pense qu'il y a un réel modèle économique breton, il y a un dynamisme économique breton, et tout ceci est menacé par la mondialisation sauvage. Je pense que les exemples des années précédentes, dans le domaine économique par exemple, nous montrent que la mondialisation sauvage s'attaque à la Bretagne aujourd'hui. Donc notre première idée sera toujours de défendre l'identité bretonne, face à la mondialisation, face à l'immigration, car je pense aujourd'hui que l'immigration est une réelle menace pour la Bretagne. Et s'il n'y a pas demain un État protecteur, un État français protecteur, eh bien la Bretagne sera submergée parce qu'elle n'aura pas les pouvoirs de se défendre. Donc finalement, notre idée centrale, celle que je vais mener dans cette campagne, celle qui sera celle que nous défendrons tout le temps au Conseil régional quand nous serons élus, c'est attention, ne pas mentir aux Bretons. Ne pas leur faire croire qu'en détruisant la France, la Bretagne va s'en sortir. Sans la France, la Bretagne est menacée de disparition. Je prendrai qu'un seul exemple. L'affaire de Gad, par exemple. Voilà, une entreprise bretonne qui était extrêmement dynamique dans l'agroalimentaire et qui a été finalement détruite, parce qu'on peut dire qu'elle est détruite, par la mondialisation sauvage, par ce que veut le monstre bruxellois. Eh bien, avec nous, ceci ne sera plus possible demain. Alors, je suis, moi, personnellement, je le rappelle, très attaché à l'identité, parce que je pense que l'homme s'enracine d'abord dans un pays, dans un village, dans un terroir, dans un quartier, puis dans un département éventuellement, parce que les départements, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui ont une identité. On voit bien que les Français y sont encore attachés. Et on voit bien d'ailleurs que le gouvernement a fait machine arrière sur cette affaire des départements. Il voulait les supprimer, finalement on les a maintenus. Mais je pense aussi qu'il y a bien sûr la région Bretagne, amputée de la Loire-Atlantique, car là-dessus nous avons une position claire. Nous pensons que la Bretagne authentique, la Bretagne historique, la Bretagne cohérente, c'est une Bretagne qui devrait avoir ses 5 départements. Mais le gouvernement socialiste ne l'a pas voulu. Alors nous pensons aussi qu'il y a une identité française. Je pense que les Bretons sont très majoritairement, hyper majoritairement attachés à l'identité française. Ils ne conçoivent pas un avenir sans la France. Et s'il n'y a plus cette France demain,
j'attire encore l'attention des Bretons, s'il n'y a plus cette France protectrice, si la nation française disparaît, si l'État français disparaît, eh bien la Bretagne sera broyée. Elle sera broyée par la mondialisation sauvage qui détruira son économie et elle sera submergée par l'immigration parce qu'il ne faut pas croire que la Bretagne pourra se sauver toute seule. On va parler un petit peu de vos concurrents, de vos adversaires Oui. pour ces élections régionales. Tout d'abord, le premier d'entre eux, Jean-Yves Le Drian, Oui. qui est chef Oui. du Conseil régional de Bretagne malgré son nouveau poste actuel. Quel bilan vous tirez de cette majorité socialiste au Conseil régional de Bretagne? Moi, je tire un bilan très négatif. Je pense que le Conseil régional de Bretagne, c'est une assemblée où on somnole, où il n'y a pas il y a une gestion typiquement socialiste, c'est-à-dire on privilégie le fonctionnement, il n'y a pas de grande perspective. Et je pense que M. Le Drian, qui va probablement être candidat, c'est un secret pour personne, je crois, c'est typiquement le mensonge socialiste. Je vais prendre un exemple très simple sur les emplois de la défense. Monsieur Le Drian apparaît en Bretagne comme celui qui préserverait ou sauverait l'appareil de la défense bretonne. C'est faux, c'est un mensonge. Sous Monsieur Le Drian, ministre de la Défense, l'industrie de défense, l'appareil militaire en Bretagne n'a cessé de se dégrader. C'est l'exemple même du mensonge et de l'enfumage socialiste. Je pense que le Conseil régional actuel a un bilan, dirigé par les socialistes, a un bilan négatif. Il n'y a pas de grande perspective, il n'y a pas de grand projet pour la Bretagne, et je ne vois pas non plus d'ailleurs se pointer de projet alternatif du côté de l'UMP. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, que ce conseil régional a été reconduit, puisque lors des dernières élections régionales, la majorité socialiste avait été reconduite, sanctionnant d'une certaine façon positivement le bilan de M. Le Drian? Oui, mais bon, personne n'ignore qu'il y a eu, depuis des décennies, une mainmise du Parti socialiste sur la Bretagne. Je pense que les Bretons se sont laissés un petit peu abuser par les socialistes. Aujourd'hui, ils sont en train d'en revenir. On l'a vu au municipal, avec des désaveux très importants en Bretagne pour les socialistes. On l'a vu aux élections départementales, même si le Parti socialiste résiste plutôt bien encore dans certaines régions de Bretagne, il a aussi subi des revers très importants. Je pense que la Bretagne est en train de tourner le dos de l'époque socialiste. Elle est en train de tourner le dos de l'époque socialiste, elle en est revenue. Les Bretons comprennent maintenant que avec les socialistes, eh bien c'est l'identité, c'est le cœur de l'identité bretonne qui est menacé. Mais aussi les Bretons sont en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas de perspective du côté des centristes de l'UDI ou de l'UMP, qui d'ailleurs au Conseil régional, parlons-en, au Conseil régional sortant dans l'Assemblée actuelle, votent à peu près, les conseillers régionaux UDI, UMP, votent à peu près 90% des délibérations avec le Parti socialiste. Alors certes, pendant la campagne électorale qui s'annonce, on va s'opposer sur les tribunes, on va s'opposer dans les tracts qu'on va distribuer, mais dans la réalité, ces gens-là mènent la même politique. C'est pourquoi ça nous ouvre une perspective très importante. Les Bretons sont en train de découvrir que le Front National est une force de proposition en Bretagne, est une force qui s'implante, est une force qui pourra préserver demain son identité. Votre deuxième adversaire sera Marc Le Fur, candidat de droite qui représentera l'UMP et l'UDI, mais candidat également régionaliste, candidat de la droite, issu de la droite populaire, donc une droite assez dure, une droite plutôt proche du Front National. Oui, je ne Est-ce que vous ne le craignez pas, et est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut clairement vous faire de l'ombre Non, je pense pas. Marc Le Fur est quelqu'un qui a toujours respecté le Front National et qui se comporte avec nous et même avec moi de façon très correcte, je le salue. C'est un comportement totalement démocratique. Cependant, quand vous dites qu'il appartient à une droite dure ou une droite qui serait proche du Front National, je ne le crois pas. Marc Le Fur est député UMP. Voilà. Et à ce titre, alors il est député UMP de Bretagne, mais à ce titre, il appartient au groupe UMP de l'Assemblée nationale, il vote tous les textes nocifs de l'UMP, il appartient à une formation qui est dirigée par un homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy, dont on a vu le bilan. Alors certes, il fait vibrer la corde Bretagne bretonnante, c'est vrai, mais je pense que dans ce domaine-là, il ment encore aux Bretons parce qu'il a finalement le même projet que les socialistes, livrer la Bretagne toute nue à la mondialisation sauvage. Parce que le problème de la Bretagne aujourd'hui, des Bretons,
c'est cette mondialisation sauvage, c'est cette ouverture des frontières qui menace son identité. Et je ne vois rien chez Marc Le Fur qui permettrait de voir dans son programme quelque chose pour protéger la Bretagne. Moi, je pense qu'il faut protéger la Bretagne et les Bretons aujourd'hui. La Bretagne a été longtemps préservée, par exemple, de l'immigration. Je reviens sur ce thème parce que c'est pour moi un thème essentiel. Ce qui a fait que la Bretagne a pu préserver son identité, sa richesse culturelle, sa langue, son mode de vie, sa façon de manger, c'est parce qu'elle a été pendant des décennies préservée de l'immigration, alors que d'autres régions françaises connaissaient cette submersion. Aujourd'hui, eh bien, c'est terminé. Aujourd'hui, à cause de l'ouverture des frontières, voulue par les amis de Marc Le Fur, voulue par les socialistes, à cause de ces lois qui ont été votées, qui sont les mêmes en Bretagne que dans le reste de la France, qui fait qu'un immigré, même clandestin, est mieux soigné, mieux logé en France que beaucoup de Français, eh bien l'identité de la Bretagne est menacée. Et sur ce domaine de l'immigration, il y a un fossé entre moi et Marc Le Fur. Bien évidemment, moi je parlerai aux Bretons du danger que représente pour eux l'immigration. Et d'ailleurs ils le comprennent parce qu'ils savent qu'ils ont été préservés de celle-ci, alors qu'ils savent ce qui se passe ailleurs, et ils voient maintenant cette immigration de plus en plus visible. Je pense qu'avec Marc Le Fur, ça sera probablement l'un des points de désaccord essentiels. Parce que lui, il appartient à une formation politique, je le rappelle et je le rappellerai, qui a voté des lois favorisant l'immigration. Sous M. Sarkozy, 200 000 immigrés légaux rentrés en France, plus autant de clandestins. Et là, M. Le Fur, je n'entends pas du tout de notes dissonantes avec ce programme de l'UMP. Donc voilà, je pense que Marc Le Fur est le candidat de l'UMP, et moi je suis le candidat du Front National, et les Bretons feront la différence. Autre liste qui pourrait jouer les troubles faits, et notamment dans le Finistère, une liste bonnet rouge conduite par Christian Troadec. On sait que traditionnellement le Front National a du mal à percer dans le Finistère, dans le centre-Bretagne. Comment allez-vous essayer de toucher cet électorat, un électorat précaire souvent, oui, un électorat populaire, mais un électorat très régionaliste, un électorat qui suit Christian Troadec, comme on l'a vu d'ailleurs lors de ces dernières élections sur ce territoire bien précis? Oui, alors je pense que M. Troadec a certes une influence dans la région que vous citez, mais pas tellement au-delà. Hein. Je prends par exemple en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan, son influence est beaucoup moins grande. Je dissocie également M. Troadec des bonnets rouges. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans le mouvement des bonnets rouges, dans ses revendications, dans ce qu'il a fait précédemment, et qui ne se reconnaissent pas du tout dans M. Troadec. Je pense d'ailleurs que M. Troadec est un très mauvais porte-parole national et régional des bonnets rouges, et qu'il a fait beaucoup de tort aux bonnets rouges, parce que M. Troadec est un homme de gauche. Voilà. Il faut le dire, il l'a montré, il ne s'en cache pas. Tous ses votes précédents ont montré qu'il était un homme de gauche, qu'il est attaché à l'Europe de Bruxelles, et l'Europe de Bruxelles aujourd'hui est un danger pour la Bretagne, est un danger pour ce que veulent les bonnets rouges. Donc je pense que cette concurrence n'en est pas une pour nous. Je pense que nous progressons même dans ces territoires que vous dites de la Bretagne centrale, peut-être qui a moins voté Front National précédemment, mais je pense que dans les bonnets rouges, il y a beaucoup de têtes bleu marine. On l'a vu précédemment aux dernières élections, et je pense que dans le public, dans la population des artisans, des petits commerçants, des petits chefs d'entreprise, il y a aujourd'hui un attachement de plus en plus important au Front National. Donc je ne crains absolument pas cette liste, qui sera une liste de gauche de plus, en Bretagne, avec finalement le même projet. Je pense que M. Troadec, il dit qu'il veut protéger la Bretagne, mais protéger de quoi? Il est pour l'ouverture des frontières. Voilà. Il est acquis au dogme de l'ouverture des frontières. Et si les frontières sont ouvertes, l'identité de la Bretagne disparaîtra. Donc je pense que là aussi, c'est une imposture. Mais je pense que c'est une imposture qui a déjà été révélée. Je pense qu'une grande partie de ceux qui ont trouvé sympathique le mouvement des bonnets rouges ne peuvent se reconnaître dans M. Troadec et seront tentés de voter Front National. Vous avez parlé de liste de gauche. On a vu hier que le candidat Europe Écologie Les Verts s'était déclaré. Donc les Verts partiront visiblement seuls au régional. Une liste de l'Union démocratique bretonne également est en train de se monter. Est-ce que la gauche ne prend pas un risque? C'est de prendre une déculottée énorme dès le premier tour et de laisser finalement la droite contre le Front National au deuxième tour. Alors, les élections régionales ont toujours suscité beaucoup de listes. Et à partir du moment où il y a une dose de proportionnelle importante, il est classique de voir, je pense qu'il y aura beaucoup de listes, il y aura peut-être même encore d'autres listes qui ne se sont pas encore révélées aujourd'hui,
Mais je pense que là, il ne faut pas se tromper non plus. Je pense que la gauche, malgré sa diversité en Bretagne, saura probablement se retrouver au second tour. Car vous savez qu'on peut fusionner au second tour. Et à ce moment-là, M. Le Drian et le Parti socialiste, comme d'habitude, accordera des places bien chaudes à des gens qui sont finalement minoritaires. C'est le problème, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, qui ont dans ce pays, et en Bretagne particulièrement, une influence qui est disproportionnée par rapport à la réalité électorale qu'ils représentent. Et ceci, ils le doivent au Parti socialiste. Donc je pense qu'au premier tour, chacun va compter ses voix et qu'au second tour, il y aura probablement beaucoup de regroupements. Mais dans tous les cas, vous l'avez dit, ce qui compte, c'est la véritable surprise qui va surgir dans ces élections. Ce qui est attendu, c'est quel sera le score du Front National. Puisque le Front National n'était pas présent au second tour la dernière fois aux élections régionales. Là, tout le monde s'accorde à dire que non seulement il va être présent, mais probablement à un très haut niveau. Et donc, c'est ça la véritable nouveauté, parce que quelques élus Europe Écologie Les Verts de plus, quelques élus socialistes de plus, quelques élus UMP de plus, ça ne changera rien au quotidien des Bretons. Par contre, un groupe d'élus Front National, dynamique, compétent, avec des propositions, des amendements, ça peut changer les choses, et ça peut surtout, je le répète encore, puisque c'est un verbe que j'ai beaucoup utilisé dans cette interview, ça peut contribuer à protéger la Bretagne. Parce que je pense qu'il y a une réelle menace sur la Bretagne aujourd'hui. La mondialisation sauvage et l'immigration menacent la particularité bretonne, et seuls les élus du Front National pourront contrecarrer ce projet mondialiste. On va terminer par un tour d'actualité sur la Bretagne. Dans la peau d'un futur conseiller régional. Qu'avez-vous pensé de cette affaire Maryvonne à Rennes, du nom de cette femme octogénaire qui est mise à la porte de chez elle par des squatteurs? Alors, je pense que cette affaire qui a été heureusement médiatisée grâce à la mobilisation d'associations bretonnes, a démontré l'état lamentable du pays dans lequel nous étions à cause des lois votées par l'UMP et le Parti socialiste. Car voilà, tout le monde connaît maintenant cette histoire, et les Français ont découvert de façon incroyable qu'on pouvait aujourd'hui se faire occuper son logement sans avoir de moyens de riposter immédiatement. Et voilà, et cette loi, elle a été votée par l'UMP. J'insiste bien, sous un gouvernement UMP, par un député rapporteur qui s'appelle Madame Boutin, qui est réputée pour être de la droite conservatrice traditionnelle. C'est elle qui a voulu cette loi. C'est ce gouvernement UMP, sous la pression des associations d'extrême gauche, hein, bien évidemment. Et je pense que ça, c'est très intéressant, cet exemple, parce qu'il a démontré. L'affaire Maryvonne, au-delà même du drame de cette vieille dame dépossédée de son bien, il a démontré quelle était la nocivité de l'UMP lorsqu'elle était aux affaires. Ceux qui croient qu'avec l'UMP, il y a une alternative au Parti socialiste se trompent, qu'ils méditent l'affaire Maryvonne. Ils découvriront que les lois finalement les plus nocives, qui touchent le plus au bien privé, à l'identité d'une personne, eh bien, sont des lois qui ont été votées par l'UMP. Alors moi je félicite tous ceux qui se sont mobilisés autour de cette affaire, parce qu'ils ont réussi à en faire une affaire nationale. Cette maison dans ce quartier de Rennes est devenue une affaire nationale, et ça a eu un mérite énorme de faire découvrir aux Français une loi qu'ils ignoraient finalement. C'est-à-dire qu'on part en week-end, demain, on peut trouver des gens retour de week-end chez soi, et finalement on nous dit qu'ils sont chez eux, chez nous. Alors c'est vrai que ça c'est la devise de la classe politique, les autres sont chez eux, chez nous. Eh bien nous, bien évidemment, nous au Front National, mais ça ne dépend pas du Conseil régional de Bretagne, au Front National, si nous arrivons un jour aux responsabilités nationales, nous abrogerons immédiatement cette loi. Voilà. Je pense que c'est une évidence, et que je pense que tous les Français sont d'accord avec nous. On va partir dans le Morbihan maintenant, avec cette affaire concernant la statue du pape Jean-Paul II. Une association nommée La Libre Pensée, une association d'extrême gauche très jacobine, a déposé un recours devant le tribunal administratif de Rennes en estimant que cette statue était ostentatoire, ce qui a été confirmé d'ailleurs par le tribunal administratif de Rennes, qui ne laisse plus grand choix à la mairie de Pleuhermel, et il va falloir sans doute l'enlever. Quelle est votre réaction là-dessus? Alors une réaction là aussi
je suis scandalisé par cette réaction. Parce que, par cette décision du tribunal et de cette association qui ne représente rien, qui n'est absolument pas représentative ni à Ploërmel, ni en Bretagne, ni même en France, qui fait qu'un maire, en l'occurrence le maire de Ploërmel, serait obligé d'enlever une statue qui est là depuis 2006, je crois, et qui représente quelque part ce qu'est l'identité de la Bretagne. Parce que, qu'on le veuille ou non, que l'on soit aujourd'hui chrétien ou pas, personne ne peut nier que la Bretagne est une terre chrétienne, peut-être plus encore que bien des régions françaises. Alors, on veut maintenant enlever la statue de Jean-Paul II à Ploërmel. Mais moi, je pose une question qui est très grave. Je la pose aux Bretons. Est-ce qu'il va falloir demain, avec cette jurisprudence, finalement, enlever nos innombrables calvaires ? Je crois que je regardais, je crois qu'il y en a dans les Côtes d'Armor 3000. J'ai vu ça quelque part, 3000 calvaires dans les Côtes d'Armor. Est-ce qu'il va falloir enlever nos calvaires? Est-ce qu'il va falloir enlever nos chapelles? Est-ce qu'il va falloir débaptiser le nom de nos villages? Est-ce qu'il va falloir supprimer nos fêtes chrétiennes? C'est-à-dire le cœur et l'âme de la Bretagne. Tout à l'heure, je vous parlais de protéger la Bretagne et de l'identité de la Bretagne. Ben, on est dans le cœur du sujet. Parce qu'en fin de compte, cette affaire de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel, je pense que c'est l'identité des Bretons qui est gravement attaquée. Et que je pense qu'il faut se mobiliser sur cette histoire, sur cette affaire. Il ne faut pas laisser faire ça. J'espère que le maire de Ploërmel va trouver des solutions. Il y en a. Il peut par exemple vendre la parcelle de terrain à une association privée, par exemple. Je pense qu'il faut tout faire. Je pense que cette statue de Jean-Paul II est devenue un symbole. Le symbole d'une identité bretonne qui ne gêne quasiment personne. Parce qu'au-delà du symbole chrétien, je rappelle quand même à pas mal de gens que Jean-Paul II est un personnage historique. Et, il fut un chef d'État. Il a été l'un des artisans de la chute du communisme. Et quand je vois, par exemple, que dans certains quartiers des grandes villes bretonnes, l'islamisme fondamentaliste progresse de façon ostentatoire, lui, eh bien, je me dis que d'un côté, les pouvoirs publics laissent progresser l'islamisme. Je ferai par exemple allusion à ce qui se passe à Brest avec la mosquée Sunna, hein, c'est bien cela, où on a maintenant le développement indiscutablement d'un discours islamiste radical en Bretagne, et dans le même temps, nous, Bretons, nous devrions enlever nos croix, enlever nos statues. Mais je pense que ça va être un enjeu capital pour les années à venir. Et bien voilà, le Front National, lui, est attaché à l'identité de la Bretagne, il est attaché à ses paysages traditionnels, et donc je pense qu'il faut se mobiliser sur cette histoire de l'affaire de la statue de Jean-Paul II, qui est comme l'exemple précédent de Maryvonne. Vous voyez, deux petits exemples locaux, mais qui révèlent le mal-être actuellement, qui révèlent la menace qui pèse sur notre mode de vie. Notre mode de vie, parce que je le répète, qu'on soit chrétien ou pas, les Bretons savent que leurs parents, leurs grands-parents l'étaient, et ils ont un grand respect pour cela. Et je pense que cette statue de Jean-Paul II ne dérange personne. Par contre, au nom d'une laïcité débridée, d'une laïcité extrémiste, on veut en fin de compte s'attaquer à l'identité chrétienne. Mais j'attends avec impatience que les membres de cette association s'en prennent aux manifestations ostentatoires de l'islamisme. Mais on ne les entend pas beaucoup. Alors justement, ça nous permet de passer dans le Finistère cette fois-ci. Certains reproches ont été faits au Front National de ne pas agir par rapport à la mosquée de Quimper, une mosquée gérée par la communauté turque qui a déposé un nouveau permis de construire, notamment pour y construire un minaret. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la mosquée Sunna de Brest, qui est certes réputée notamment par son imam. Vis-à-vis de la mosquée de Quimper, quelle est votre position? Alors, je voudrais corriger une petite chose, contrairement à ce qui a été dit et même redit à l'instant. Le Front National ne s'est pas contenté d'être passif face à ce dossier. Il a communiqué en disant qu'il posait des vraies questions sur cette mosquée de Quimper. Il a distribué un tract qui a été d'ailleurs validé par la direction à la fois régionale et nationale du Front National. Il a posé les questions que se posent aujourd'hui les Français, les Bretons, face à la construction des mosquées. Il a demandé des éclaircissements sur qui financerait la mosquée, est-ce qu'il y aura un financement étranger, qui contrôlerait la mosquée, est-ce que les pouvoirs publics aideraient financièrement la construction de la mosquée. Nous avons mené campagne pour cela. Alors certes, nous ne sommes pas associés à la manifestation qui a eu lieu à Quimper, mais pour des raisons pratiques et aussi pour des raisons politiques. Nous
ne voulions pas être assimilés à certains groupes qui ne partagent pas les options du Front National. Et puis le Front National participe, c'est un grand mouvement politique, il participe à des manifestations qu'il organise. Hein, voilà, il n'a pas, parce qu'une toute petite association organise quelque chose, on n'a pas le couteau sous la gorge, le Front National doit y aller ou pas. Sur l'affaire des mosquées, Marine Le Pen a rappelé dans son discours du 1er mai que nous réclamons dès maintenant l'arrêt de toute construction de mosquées en France. Voilà. Et que nous mettions tout par terre, et que tout le dossier des mosquées soit étudié pour étudier leur financement, qui les contrôle, etc. Aujourd'hui, personne n'ignore que les salafistes, pour parler au sens large, sont en train de prendre en main de nombreuses mosquées en France et que c'est extrêmement dangereux. Donc nous ne sommes pas du tout timorés sur ce dossier comme on nous l'a parfois reproché. Je rappelle que le Front National est le seul mouvement qui depuis toujours a réclamé l'arrêt de l'immigration. Nous pensons que s'il y a un progrès de l'islam en France, c'est parce qu'il y a l'immigration qui ne cesse de progresser. Donc d'abord, stoppons l'immigration, arrêtons la construction de nouvelles mosquées, examinons les conditions dans lesquelles les fidèles musulmans qui sont intégrés à la société française peuvent effectivement pratiquer leur culte, mais nous sommes bien évidemment opposés à tout signe ostentatoire, à tout minaret gigantesque. Pour nous, Quimper, c'est d'abord les 2 flèches de la cathédrale. Gilles Penel, merci. Merci.